Je vous propose de commencer le webinaire. Donc, nous sommes avec Pierre Bermond de EOS Allocation, à qui je vais passer la parole, que j'essaierai d'interrompre le moins possible. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez le faire par le chat ou par l'onglet questions. N'hésitez pas. Si jamais vous n'y arrivez pas, vous m'envoyez un SMS et moi, je serai là pour récupérer les questions et les envoyer à Pierre Bermond qui va présenter son intervention ce soir avec trois grands sujets. Le premier sujet, c'est la présentation des hausses allocations. L'allocation d'actifs est un élément extrêmement important dans les portefeuilles. C'est souvent ça qui fait la performance, c'est ça qui protège le portefeuille. Nous allons parler ensuite d'un sujet d'actualité qui s'appelle H2O, notamment parce qu'il y a eu une fermeture temporaire des fonds et que les fonds vont rouvrir à partir de demain à 12h30. Et puis ensuite, on parlera un petit peu du momentum, notamment parce qu'il y a des arbitrages dans les portefeuilles. Pierre, c'est à vous. Oui. Alors bonjour, merci beaucoup. Alors sur le sommaire, je ferais peut-être passer H2O en dernier, même si ça peut passer en deux. Voilà, c'est le sujet d'actualité qu'on passe en dernier. Alors tout d'abord, je vais me présenter. Je vais présenter le travail qu'on fait. Donc EOS Allocation, nous sommes une société de conseil en allocation d'actifs et sélection de fonds. Allocation d'actifs en premier, c'est important, Louis l'a souligné, l'allocation d'actifs, c'est quand même ce qui fait la performance du portefeuille. Je prends un exemple tout bête, 2008, même si vous choisissiez le meilleur fonds action ou dans les meilleurs fonds actions, vous aviez une performance négative. À l'inverse, si vous choisissiez un fonds obligataire très moyen, vous aviez une performance positive. Donc, l'allocation d'actifs est primordiale, mais après, bien entendu, elle est couplée à la sélection de fonds pour justement aller optimiser cette allocation d'actifs. Donc nous, EOS Allocation, on est une société, on conseille à peu près 5 milliards d'actifs avec une clientèle justement notamment de conseillers en gestion de patrimoine. Donc on va justement apporter notre expertise pour bâtir des allocations et surtout aller voir des gérants. Alors, Louis m'a demandé de un petit peu vous montrer ce qu'on fait, comment concrètement on bâtit ces allocations d'actifs. Donc, je vais essayer de vous le montrer sans être trop rébarbatif et de ne pas être trop technique, mais que vous compreniez comment on bâtit une allocation d'actifs. Donc, d'abord, le processus d'allocation d'actifs, il se fonde sur trois piliers. La macroéconomie, globalement, où va la croissance et où va l'inflation dans les mois à venir, la valorisation et enfin le contrariant. Alors, sur la macroéconomie, on suit et on analyse ce qu'on appelle les indicateurs avancés. C'est quoi les indicateurs avancés? Ce sont des indicateurs qui ont un caractère prédictif sur la macroéconomie. Alors, prédictif, attention, hein, c'est pas de la voyance, c'est juste que je vais vous donner un exemple avec l'immobilier. C'est quoi l'activité dans l'immobilier, dans le neuf? C'est les ventes de maisons neuves. Est-ce qu'on n'aurait pas des indicateurs qui nous diraient un petit peu en amont si on a une tendance positive ou une tendance négative? Oui, vous avez les mises en chantier et encore avant, vous avez les permis de construire. Si on a une hausse des permis de construire, logiquement, c'est qu'il se passe quelque chose dans l'immobilier et on va avoir une hausse de l'activité. Sauf à ce que les promoteurs se plantent et qu'il y ait une hausse des stocks. Mais qui sont les mieux armés pour voir ce qui se passe dans l'immobilier? C'est justement les professionnels de l'immobilier. Vous avez la même chose dans l'économie, comme par exemple le carnet de commandes. Le carnet de commandes, c'est un très bon indicateur avancé de l'activité. Ce n'est pas en tant que tel du chiffre d'affaires, mais c'est du chiffre d'affaires futur. Vous avez la confiance des consommateurs. Un consommateur heureux est un consommateur qui va consommer. Donc on regarde tous ces chiffres. Vous voyez, enquête d'activité, confiance du consommateur, commande de biens durables. Donc là, je pourrais vous citer plein de noms barbares, parce que vous savez qu'en finance, on adore faire des acronymes et des noms compliqués et des noms à consonance anglaise. Donc je vais vous passer tout ça. On regarde aussi des indicateurs avancés de l'inflation, notamment est-ce qu'il y a des hausses de salaire, des coûts, quels sont les coûts unitaires de main-d'œuvre, et ainsi de suite. Et on va donc, à partir de là, positionner les différentes zones sur un cadran très théorique en fonction de la croissance et l'inflation. Est-ce que la croissance est tendance positive pour les mois à venir? Est-ce qu'elle est tendance négative pour les mois à venir? Et idem sur l'inflation. On aura tout à l'heure un exemple avec justement le poids macroéconomique. Forcément, on va revoir tout ça. Donc, vous aurez un exemple concret tout à l'heure. Et en fonction de où sont positionnées les différentes zones, on va pouvoir
dire, là, par exemple, en Russie, il faudrait peut-être plutôt être en action, alors qu'en action cyclique, vous voyez sur les États-Unis et la Chine. Là, c'est juste pour illustrer. Et donc, c'est très théorique et on va positionner les différentes zones sur les classes d'actifs à privilégier. Mais en suivant, il va falloir qu'on regarde les valorisations. Parce que, exemple, en ce moment, je vous dis, tiens, il faut faire des obligations. Les obligations de l'État français, ça rémunère moins 0,3 à 10 ans. C'est-à-dire que c'est vous qui devez payer l'État pour prêter à l'État, ce qui est quand même magnifique. Donc, vous allez me dire, vous avez beau me dire que c'est le moment d'y aller, concrètement, c'est tellement cher que je ne vais pas y aller. Donc, on va regarder la valorisation. Pour ça, on a différents indices, ce qu'on appelle le PE, le prix divisé par les bénéfices estimés. Sur les obligations, on va voir le taux d'intérêt, mais aussi le surrendement que vous donnent les obligations d'entreprise, qui est appelé le spread de crédit. Donc voilà. Donc on regarde les valorisations. Et enfin, on regarde le contrariant. C'est quoi le contrariant? Eh bien, on va se méfier des mouvements de foule, en fait. C'est-à-dire, c'est le fameux, il faut vendre au son du violon et acheter au son du canon. Ça, c'est un adage boursier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais me méfier des classes d'actifs, des investissements qui sont ultra consensuels, sur lesquels tout le monde a envie d'aller en ce moment. Exemple en ce moment, la techno américaine, les disrupteurs. Alors après, on verra que ça dépend desquels. On ne peut pas mettre toute la techno américaine dans un même panier. Et des investissements dont personne ne veut, en ce moment, les banques européennes, l'énergie américaine. Personne n'en a envie. Donc ça va nous intéresser. C'est-à-dire quand plus personne n'en a envie, c'est intéressant. Pourquoi? Quel est le fondement? En fait, si par exemple, mettez-vous à la place de, disons que vous êtes tous le marché et vous êtes tous positifs sur Apple. Ça veut dire que logiquement, en tant qu'investisseur, vous avez tous du Apple dans vos portefeuilles. Mais donc, si vous avez tous du Apple dans vos portefeuilles, qui c'est qui va faire monter le titre? Parce que pour que le titre Apple monte, il faut qu'il y ait un investisseur marginal qui vienne acheter en plus de tout le monde. Mais quand tout le monde en a, il n'y en a plus. Donc, c'est peut-être le moment de vendre. Et à l'inverse, quand tout le monde a vendu, quand plus personne ne s'y intéresse, le moins de mouvement va être a priori un mouvement d'achat et ça peut faire monter. C'est ça la théorie. Attention, je caricature bien entendu. Donc on suit des indicateurs contrariants. Alors si on veut parler de termes barbares, il y a le call put ratio, c'est-à-dire c'est les options d'achat par rapport aux options de vente. Mais globalement, on regarde le sentiment des investisseurs. Et une enquête qui est très bien faite et qui est forte d'enseignement, c'est on demande aux investisseurs, est-ce que vous voyez dans les 12 prochains mois les marchés plus hauts ou plus bas? Des fois, vous avez des gens, on approche le 95-100% qui vous disent les marchés vont monter. Là, en général, il faut se méfier parce que c'est là que les marchés baissent. Donc, ce process d'analyse nous aide à faire une allocation d'actifs. Ça veut dire quoi une allocation d'actifs? Ça veut dire qu'on va dire sur quelle zone on a envie d'être et surtout, combien est-ce qu'on veut être en action, en obligation, en gestion alternative, c'est-à-dire recherche de performance absolue, en matière première et à chaque fois dans quelle zone. D'accord? Fonction bien entendu du profil de risque que vous avez choisi, puisque vous savez qu'il y a des profils de risque bien délimités par rapport au questionnaire que vous avez rempli, ça c'est réglementaire. Et donc, bien entendu, même si c'est c'est vraiment le moment de faire des actions émergentes, on ne va pas en mettre 80% dans un profil prudent, évidemment. Et ensuite, deuxième chose, la sélection de fonds. Donc, comme je vous ai dit, l'allocation d'actifs est primordiale, mais on va essayer d'optimiser avec la sélection de fonds. Alors, sur la sélection de fonds, vous allez voir, on a l'impression que ce schéma est un petit peu barbare, mais je vais vous l'expliquer, vous allez voir, c'est assez simple. Donc, on part de la gauche, donc j'espère que vous voyez tous, mais de toute façon, je vais le commenter. On part de la classe d'actifs. Donc, dans quelle classe d'actifs j'ai envie d'être? Donc, on prend un exemple, les actions européennes. Ensuite, on regarde quels sont les fonds éligibles, parce qu'on est en général dans un univers d'investissement qui est restreint. Par exemple, je ne sais pas chez qui vous avez votre assurance vie, chez Cardif, chez AXA, ainsi de suite. Donc, on a un certain nombre d'unités de compte qui est souvent un nombre assez grand, mais qui est quand même réduit. Donc, on regarde quels sont les fonds éligibles. Et la première chose, on se dit, est-ce qu'ils sont bien dans la bonne classe d'actifs? Parce que le truc classique, c'est que vous voyez un fonds qui est très performant et qui est action, grande capitalisation Europe, et en fait, dedans, il y a la moitié, c'est des petites capitalisations, donc des petites sociétés, qui à un instant T peuvent être plus performantes. Donc nous, on va d'abord se dire, est-ce que c'est dans la bonne classe d'actifs? Et ensuite, on va dire, d'un côté, il y a les fonds surperformants, et de l'autre, les fonds sous-performants. Traditionnellement,
Un gérant qui va faire que du filtre quantitatif, il ne va pas regarder les fonds sous-performants. Nous, on va aller les voir. C'est-à-dire qu'on va ensuite rencontrer les gérants. On fait des rencontres avec la gestion. Et on va dire, les fonds sous-performants, est-ce qu'ils sont sous-performants parce qu'il y a vraiment une mauvaise gestion ou parce que les frais sont très élevés? Ceux-là, on les écarte. C'est dans mon schéma, c'est ce que vous voyez, la poubelle. Mais si ce sont des fonds sous-performants parce qu'ils sont exposés à un facteur qui n'a pas fonctionné, par exemple, en ce moment, je dis les bancaires sont complètement à la traîne. Est-ce que c'est par exemple un fonds qui avait 30% de bancaires, il s'est planté parce qu'il ne fallait pas en avoir, mais maintenant on se dit, ah, mais si les bancaires, on pense qu'elles peuvent remonter, peut-être que ce fonds qui était sous-performant peut devenir performant. Et donc là, ça va nous intéresser. Donc ça, c'est vraiment, c'est un peu l'ADN des hausses allocations aussi. On va aussi s'intéresser aux fonds qui ne marchent pas. Ce qui, de temps en temps, peut être marketingment parlant, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Parce que vous allez nous dire, bah, attendez, ce fonds-là, regardez, il a été nul depuis 3 ans. Oui, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est est-ce qu'il peut être bon demain? Et c'est ça la vraie question. Et souvent, le problème, c'est que on le voit dans nos métiers, on fait la chasse à la performance passée. C'est-à-dire qu'on regarde les fonds qui ont été très bons depuis 3 ans, c'est super sympa à vous les présenter. Regardez, ce fonds, il fait de l'intelligence artificielle, il fait de la technologie, de la nanotechnologie, et le fonds a fait plus 90% en 3 ans. Mais la question, quand vous allez investir demain, c'est est-ce qu'il va refaire 90%? C'est ça qui est intéressant. Or, quand il les a déjà fait, est-ce qu'il est capable de les refaire? Voilà, c'est la question à se poser. Et donc, justement, ensuite, vous avez la courbe du bas sur les fonds surperformants. Est-ce que ces fonds surperformants ont été, par exemple, exposés à un facteur surperformant? La technologie américaine. Je prends cet exemple, je n'ai rien contre la technologie américaine, hein, attention. Est-ce qu'ils ont été exposés à ce facteur surperformant? Et finalement, est-ce qu'on veut y être exposé? Et ça, il faut soulever le capot, aller voir la gestion et aller voir le gérant. C'est chronophage, mais c'est notre métier, c'est ce qu'on fait. Et le fonds, peut-être qu'il est surperformant, qui n'a pas de facteur spécifique, c'est juste la qualité du gérant et le talent du gérant. Pour nous, c'est ce que j'ai symbolisé sur, c'est la pépite d'or. Ça, c'est le Graal, c'est trouver un fonds qui en fait ne s'est pas exposé à un facteur plutôt qu'un autre, mais qui en fait est juste le talent du gérant. Ça, c'est très rare. Enfin, c'est très rare. C'est ce que justement, c'est notre métier d'aller les chercher. Voilà un petit peu, je ne veux pas être trop long sur cette partie, mais c'était important de savoir justement qui travaille avec Montaigne Patrimoine et comment est structurée notre offre et ce qu'on fait pour votre conseiller en gestion de patrimoine et de gestion. Oui, voilà, juste rebondir là-dessus. En fait, nous, quand on a commencé à travailler en 2003, on avait le temps de faire des allocations d'actifs. C'était les marchés allaient à une vitesse que l'on pouvait encore contrôler. Et on a vu qu'à partir de 2007, l'ensemble des sociétés de gestion nous parlaient que des fonds qui avaient très très bien marché. Et la plupart des fonds qui ont été mis en portefeuille dans les années 2005, 2006, 2007 ont fait des très très belles contre-performances en 2008. Et donc, ça a été la première étape. Donc, on avait un petit peu de mal avec les gérants qui nous faisaient toujours la promotion des fonds qui avaient le mieux marché dans les 3 années précédentes. Et puis, au fur et à mesure des années, en fait, les mouvements de marché se sont accélérés. C'est-à-dire qu'on a eu de plus en plus de liquidités qui sont arrivées sur les marchés. Et puis, de l'autre côté, alors qu'il fallait être de plus en plus réactif, on a eu une réglementation qui, elle, est devenue de plus en plus coercitive. C'est-à-dire que quand on voulait faire un arbitrage, il fallait mettre en place des process qui étaient longs. Donc, d'un côté, il fallait être plus rapide, et de l'autre côté, les process étaient encore plus longs. Donc, c'est à un moment donné où on a décidé de faire appel à un professionnel qui fait toute cette partie-là de sélection de fonds, et puis en même temps qui nous aide pour les arbitrages, comme on est en train d'en faire en ce moment. Ouais. Et quand Louis dit un professionnel, hein, qu'on soit clair, je ne suis pas tout seul dans la société, on est 6 professionnels des marchés financiers. Alors, et maintenant, on va faire un exemple. Donc, tout ce que je vous ai dit, tout ce process, on va faire un exemple avec justement le point marché à octobre 2020. Donc, on va voir la macroéconomie, la valorisation. Le contrariant, on ne va pas le voir parce qu'il n'y a rien. Enfin, en ce moment, les marchés sont ni ultra pessimistes ni ultra optimistes. On verra quand même un petit point sur le contrariant. Alors, juste sur la crise sanitaire. Bon, vous le savez, la crise sanitaire est en train de reprendre. Vous avez ici en haut à gauche les chiffres au niveau mondial et en bas à droite les chiffres aux États-Unis en orange et dans les 5 plus gros pays de la zone de l'Union européenne, pas de la zone euro puisqu'il y a le Royaume-Uni dedans. Et donc vous voyez que la crise repart.
Et ça, j'aimerais en tirer juste deux enseignements. Je ne vais pas vous parler, je ne suis pas épidémiologiste, donc je ne vais pas parler de ça, d'autant plus qu'il y a sûrement des médecins dans l'auditoire, donc je ne vais pas m'y risquer. En revanche, première chose, oui, la crise sanitaire repart, et le problème, c'est que ça retarde des décisions d'investissement au niveau des entreprises. On est aujourd'hui dans une reprise en V, c'est-à-dire que on a baissé très très fort et on remonte très très fort. Sauf qu'on remonte très très fort jusqu'à 94, 95, 96% de ce qu'on avait en décembre 2019. Or ça veut dire quand même du moins 4, moins 5, moins 6% de PIB, ce qui est une récession énorme. Et cette dernière marche, elle va être difficile à franchir parce que justement, comme ça repart, toutes ces décisions d'investissement sont reportées et ça va peser sur la croissance. Ça, c'est la première chose et c'est le côté négatif. Le côté positif, on trouve qu'on sous-estime l'arrivée d'un vaccin. On a les plus gros laboratoires au monde qui sont en train de travailler sur le vaccin. On a Johnson & Johnson, Pfizer et bien d'autres qui sont en phase 3, donc qui sont sur la dernière phase. Donc ce vaccin va arriver. Le jour où ça va arriver, ça va aller quand même beaucoup mieux. Même si, attention, plein de gens ne se vaccineront pas, peut-être qu'il y aura encore des malades et ainsi de suite. Mais globalement, le gouvernement pourra dire, attendez, vous avez un vaccin, maintenant on déconfine complètement parce que ceux qui vont tomber malades, qui ne veulent pas se vacciner, bah, tant pis. Donc ça peut changer des choses et ça peut faire monter assez fortement le marché. Alors Bernard, vous posez une question très intéressante et j'y répondrai après. Donc justement, ces fameux indicateurs avancés qu'on a vu tout à l'heure. Donc là, vous avez, alors c'est les PMI, c'est globalement la confiance des entreprises. Vous le voyez en orange, alors ça c'est au niveau global. En orange, vous voyez le PIB et en vert, vous voyez ce fameux confiance des entreprises. Ben, vous voyez que c'est en avance. C'est en avance de 6 à 12 mois sur le PIB et ça nous donne plutôt une bonne photo. Et donc là, vous voyez qu'a priori, le PIB va repartir très fortement. La seule mauvaise nouvelle, c'est qu'on a un léger tassement dernièrement. C'est normal, on est remonté très fort, ça ne fait pas encore une tendance, mais attention, c'est un point de vigilance. On a un tassement sur les indicateurs avancés. Au niveau de l'inflation, l'inflation est en train de baisser, on est en déflation en Europe et elle est en train de baisser, alors même qu'aux États-Unis, l'inflation repart un petit peu. On est toujours sur une inflation qui en tendance est négative, hein, c'est en train de baisser, mais on repart et à moyen terme, on pourrait se poser la question du retour de l'inflation. Donc vous voyez, les trois zones sont en zone action, c'est-à-dire la croissance monte, oui, puisqu'on est descendu avril-mai très très bas, enfin mars-avril-mai très très bas, mais depuis on remonte fortement. Donc on est toujours dans une tendance positive de la croissance et une tendance plutôt négative de l'inflation, même si les trois zones étaient à peu près dans le même, à la même position il y a encore un mois et demi. Maintenant, vous voyez, les États-Unis se décalent vers la droite, un peu plus d'inflation, et l'Europe se décale, hélas, un peu plus vers le bas, à savoir moins de croissance. Donc là, ce que je vous dis, c'est allons-y en action, c'est bon, d'autant plus que les plans de relance sont très forts et il y a énormément de liquidités dans le marché. Donc, je suis en train de vous dire, allez-y, on peut y aller. D'autant plus, encore une fois, que les taux d'intérêt sont à zéro. Donc, ça veut dire que des placements alternatifs aux actions, il y en a de moins en moins parce que ça ne rapporte plus rien. Mais il faut regarder la valorisation. Et la valorisation, donc là, bon, ce graphique, je ne vais pas vous expliquer ce qu'est le PE, c'est donc le prix divisé par les bénéfices estimés. Globalement, en combien d'années mon investissement est remboursé. Mais sachez que quand c'est bas, ça veut dire que le marché est pas cher. Quand c'est haut, ça veut dire que le marché est cher. Donc là, si vous regardez, ça veut dire que le marché il est au plus haut depuis 15 ans. Vous allez me dire, bah, attendez, on fuit, on arrête tout de suite. Mais en fait, attention, parce que ce sont sur les bénéfices, tout cela est fondé sur les bénéfices 2020. Or, 2020, on sait que l'année va être exécrable. Donc, en fait, le marché est en train de se positionner en disant, mais non, on regarde 2021. Et l'hypothèse, c'est qu'en 2021, on revienne à 2019. Donc, en fait, le marché, il a l'air cher, mais c'est un petit peu en demi-teinte. En fait, la question à se poser, c'est est-ce qu'on pense que les bénéfices en 2021 peuvent revenir au niveau de 2019 ? Et cette résurgence de la crise du coronavirus fait peser des interrogations sur justement ce scénario. Et surtout, parler d'un marché, et c'est un peu factice parce qu'en fait, il y a deux marchés. Vous avez d'un côté des actions du style croissance, c'est-à-dire quoi? C'est des sociétés, des actions de sociétés dont la croissance des bénéfices est largement supérieure à celle du marché. C'est en général, aujourd'hui, c'est la technologie,
c'est la consommation de base. Et oui, la consommation de base du Nestlé, du Danone, du Unilever, c'est pas une croissance très très forte, mais c'est une croissance plus forte que celle du marché et de façon très visible et très pérenne. Et troisièmement, vous avez le luxe aussi. Notamment en France, c'est important parce que dans le CAC 40, comme on a Kering, Hermès et LVMH, c'est important. Et vous voyez que, donc là, on est toujours sur le PE. Quand c'est élevé, c'est cher. Quand c'est bas, c'est pas cher. Ben, le style croissance est très cher sur des standards historiques. Alors que le style value, c'est-à-dire les actions délaissées par le marché, sous-valorisées, énergie, bancaire, sont elles très basses. Mais tant qu'on n'a pas une croissance plus élevée, toutes ces actions value, c'est-à-dire plutôt cycliques, hein, c'est l'automobile, c'est des choses comme ça, n'arriveront pas à repartir. En revanche, c'est très peu cher. Donc peut-être en mettre un peu dans les portefeuilles parce que justement, c'est pas cher et que vous dire si ça va monter à 3 à 6 mois, j'en sais strictement rien. Vous faire une position sur 3 à 5 ans, je pense que c'est un vrai intérêt aujourd'hui. Sauf à penser que les banques n'existeront plus demain. Peut-être que Louis, qui parle de Bitcoin, se dit que peut-être que les banques demain, voilà. Mais il en restera quelques-unes, du moins on le pense. Et regardez, vous voyez ici à gauche l'indice des banques, juste depuis novembre 2019. Regardez, on est à moins 30, mais même pas en absolu, en relatif, c'est-à-dire par rapport à l'indice européen qui lui-même a baissé. Et à droite, vous voyez une situation aux États-Unis avec le secteur de l'énergie qui lui aussi, dans le même ordre d'idée, a énormément baissé. Donc ce sont des secteurs massacrés. Mais attention, massacrés parce que les taux d'intérêt négatifs, c'est pas bon pour les banques. L'énergie, vous l'avez vu, le pétrole est à 40 alors qu'il était beaucoup plus élevé il y a quelques temps. Donc il y a des raisons. Hein. Mais le marché en général, en fait, il continue la ligne. Donc il est en train de vous dire, ça va aller mal, ad vitam. Et à l'inverse, pour la techno, il vous dit, ça va être avec des marges hyper élevées, ça va continuer à faire des bénéfices à 20-30% par an, ad vitam. C'est ça un petit peu la psychologie de marché et ce sur quoi il faut jouer. Alors, la technologie. Nous, on est positif sur la digitalisation de l'économie. Parce que oui, très clairement, regardez ce qu'on est en train de faire en ce moment. Il y a une digitalisation de l'économie. En revanche, tout a un prix. Donc, on n'est pas prêt à acheter à des niveaux faramineux sur la digitalisation de l'économie. Et ce que je vous ai mis là, ce n'est pas la digitalisation de l'économie, c'est les disrupteurs. Je vous ai mis ici les bulles depuis 40 ans, toutes les bulles depuis 40 ans. Donc, vous avez l'or dans les années fin des années 70, vous avez bien entendu la tech, la bulle Internet, vous avez tout ce qui était housing, logement et immobilier avant 2008. Bref, en rouge, vous avez les disrupteurs. Donc, les disrupteurs, c'est quoi? Vous avez le concurrent de GoToWebinar sur lequel on est, c'est Zoom. Vous avez Amazon, vous avez tous ceux qui Uber, Tesla. Donc, ça, c'est extrêmement cher. Certains disent, est-ce qu'on est en bulle, est-ce qu'on n'est pas en bulle? Nous, on dit, on est clairement en bulle. Attention, ce n'est pas non plus comparable avec ce qu'on a connu fin des années 90, parce que fin des années 90, on était carrément sur des business qui ne faisaient pas de bénéfices. Là, on ne peut pas dire que Amazon ne fait pas de bénéfices, on ne veut pas dire que Zoom ne fait pas de bénéfices, mais quand même, tout a un prix. On est sur des prix très élevés, donc on dit attention. Il est compliqué de ne pas en avoir en portefeuille aujourd'hui, du style croissance, parce que si vous n'en avez pas, globalement, depuis 3 ans, vous avez fait 0, alors que le reste du marché a fait plus 30. Donc, c'est très compliqué. Mais il faut faire attention, il faut faire preuve de sélectivité. Il faut savoir prendre ses bénéfices. Et c'est le fameux, attention, le fameux être contrariant. Et être contrariant, ça peut être compliqué parce que Louis est témoin, la value, ça fait déjà 1 an qu'on dit qu'il faut être sur la value. Sauf que la value, ça n'a rien fait. Ça, c'est plutôt enterré. C'est-à-dire que c'est au fond du gouffre et ça continue à creuser. Mais attention, c'est une construction de portefeuille. On ne dira jamais aller tout à droite et mettre que du value ou tout à gauche et mettre que du croissance. Ça, jamais vous l'entendrez chez nous parce que c'est une construction de portefeuille. À l'inverse, qu'est-ce qu'on trouve intéressant? On trouve que les petites capitalisations sont intéressantes parce que elles viennent, et c'est le graphique que vous voyez à gauche, de faire une traversée du désert vis-à-vis des grandes capitalisations. Globalement, depuis le printemps 2018, elles ont largement sous-performé et que maintenant, elles sont en relatif par rapport aux grandes capitalisations plutôt pas chères. D'habitude, les petites capitalisations s'achètent 20% plus cher que les grandes capitalisations. C'est la norme. Là, c'est quasiment les mêmes niveaux de valorisation. Donc, selon nous, il y a un intérêt, d'autant plus que les petites capitalisations, donc
bon, j'aurais pas dû le mettre ça parce que le temps que vous regardiez, ça va plus vous perturber qu'autre chose. Mais qu'est-ce que ça montre? Ça montre en vert que les petites capitalisations surperforment dans les phases, dans les premières phases de hausse du cycle, donc dans reprise cyclique. C'est exactement là où on en est aujourd'hui. Et c'est pas un hasard si on est au 6e mois de surperformance des petites capitalisations par rapport aux grandes, alors que ça fait 2 ans et demi qu'on sous-performe. Donc on pense que là, il y a justement quelque chose à faire. Également, on est positif sur l'or et les mines d'or, malgré quasiment une hausse de 80% depuis les plus bas de mars, mais tension géopolitique, crise sanitaire, taux d'intérêt réel négatif, c'est-à-dire que les taux moins l'inflation, c'est très négatif. Tout ça, c'est un cocktail très positif pour l'or et les mines d'or. Et ce que je vous montre dans le graphique du haut, c'est que les mines d'or sont en retard par rapport à leur physique. C'est-à-dire que je vous donne un ordre de comparaison. En 2011, et vous le voyez sur le graphique, l'or était à peu près à 2000 $ et l'indice des mines d'or était à peu près à 80. Okay, aujourd'hui, l'indice des mines d'or est à 40, alors que l'or est aussi à 2000. Alors, on était peut-être un peu cher en 2011, mais aujourd'hui, il y a un retard, d'autant plus que quelle est la première source de coût de charge des mines d'or? C'est l'énergie. Et l'énergie est basse, donc les marges sont élevées. Donc, nous, on pense qu'il y a vraiment un intérêt. Attention, ne commencez pas à en mettre 30% dans vos portefeuilles parce que vous avez entendu ça, parce que les mines d'or, il y a 10 jours, ça a perdu 15%. Les mines d'or, sur un changement de discours de la Fédérale Réserve, ça peut perdre 30 à 40%. Donc, c'est très, très, très volatile. Donc, ça veut dire qu'il faut en mettre un peu dans les portefeuilles pour booster le portefeuille, mais trop, ça pourrait exploser. Attention. Le crédit, je vais passer, c'est juste pour dire que le crédit, c'est quoi? C'est les obligations d'entreprise. Est-ce qu'elles payent aujourd'hui? Oui, on est encore payé pour le risque, mais quand même, le gros de la hausse est derrière nous. Et attention, il y aura du défaut quand même. Il ne faut pas penser que cette crise, on va l'oublier rapidement. Il va y avoir du défaut quand les PGE vont devoir être remboursés, quand voilà, il y a beaucoup d'entreprises qui ont des problématiques aujourd'hui d'activité. Qui se sont endettés encore plus et qui vont avoir des problèmes demain. Les risques, c'est le coronavirus, évidemment. C'est les élections US, même si je trouve qu'on en fait beaucoup sur les élections US et globalement, on sait que ça va être n'importe quoi. Donc, le marché s'y attend et ce qui fait baisser le marché, c'est quelque chose de complètement inattendu. Par exemple, et attention, je ne vous dis pas que c'est ce qui va se passer, mais aujourd'hui, le marché en entier est positionné pour des taux bas pour au moins les 3 prochaines années. Si les taux venaient à monter dans les 6 à 12 prochains mois, ce qu'on n'envisage pas, hein, mais ça, c'est vraiment quelque chose de très perturbant pour les marchés parce que les marchés ne s'y attendent pas du tout. Il y a aussi le Brexit. On va dans le mur gentiment mais sûrement. Plus personne n'en parle parce qu'effectivement, il y a le coronavirus, il y a Trump qui fait beaucoup plus de bruit. Là, c'est plus feutré, c'est à Bruxelles, mais quand même, on va dans le mur. Et attention aux velléités de l'Écosse de refaire un référendum sur l'indépendance parce que ça peut poser des problèmes en Europe avec la Catalogne qui pourrait faire la même chose, avec la Ligue du Nord en Italie. Enfin, attention. Et à moyen terme, quand même, la montée de la dette. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est content, on s'endette, mais sachez quand même que la montée de la dette, le dernier équivalent, c'est la Seconde Guerre mondiale, où on est monté aussi vite et aussi loin. Aujourd'hui, on est au-delà de la Seconde Guerre mondiale, et à un moment donné, il va bien falloir rembourser. Enfin, rembourser. Il va falloir trouver un moyen. Les moyens, il y en a quelques-uns. Il y a l'inflation, par exemple. C'est-à-dire que l'inflation diminue en réel diminue votre stock de dette. Il y aurait la croissance. Si c'était les années 60, ça, on avait une croissance qui était bien supérieure. Du coup, on a enlevé un peu de déficit et le ratio dette sur PIB a baissé parce qu'on avait beaucoup de croissance. Bon, ça, j'avoue qu'on n'y croit pas beaucoup. Il y a aussi faire un grand trait sur la dette en disant finalement c'est la Banque centrale qui a une grosse partie de la dette. Elle n'a qu'à dire que elle n'a plus. Ça, il y a le problème de l'aléa morale. Globalement, on n'en sait rien aujourd'hui et c'est un problème. C'est un problème qui est repoussé à plus tard, mais à un moment donné, il va quand même falloir s'y atteler. Donc voilà sur les risques et du coup, quelles sont les recommandations? Donc les recommandations, vous le voyez, je regarde un peu le timing. La macroéconomie continue de rebondir, même si un essoufflement est perceptible. La pandémie a repris en Europe, mais les liquidités sont surabondantes et des taux d'intérêt à zéro. Il faut bien voir quand même que ces liquidités extrêmement abondantes, elles doivent s'investir. Avec des taux à zéro, elles n'ont pas 30 000 choix. Donc les actions sont aussi un choix. Rendez-vous compte que on entend de plus en plus de discours, et depuis 2-3 ans maintenant, en disant finalement,
Nestlé qui me donne 3 à 4% de dividendes. Bon, ça ne va pas baisser. Et puis finalement, c'est bien. Donc, on est en train de prendre des actions pour le coupon, alors qu'à l'inverse, on prend des obligations pour protéger les portefeuilles parce qu'on peut gagner en capital si les taux baissent encore. Donc, c'est l'inverse de ce qu'on fait d'habitude. D'habitude, on prend les actions pour l'augmentation en capital et pas pour le dividende. Donc là, on se marche un peu sur la tête. Mais c'est le monde dans lequel on vit et c'est le monde auquel un allocataire d'actifs doit s'adapter. Donc, on a des choses très positives et des choses très négatives. Pardon. Donc, la conclusion, c'est qu'aujourd'hui, on est un peu entre les deux. C'est-à-dire que c'est dangereux de ne pas être investi parce que le jour où il y a un vaccin, les marchés vont prendre 10 ou 15%. L'élection américaine, quand ce sera derrière nous, le marché pourra monter, quel que soit finalement le candidat qui passe. Et d'un autre côté, attention à une correction parce que je vous ai dit, les marchés peuvent être un petit peu chers. Si on se rend compte que 2021, on n'arrivera pas à avoir finalement les bénéfices qu'on attendait, ça peut poser problème. Donc aujourd'hui, l'idée n'est pas de modifier fondamentalement l'exposition action, mais à l'intérieur des actions, on pense qu'il faut une préférence pour l'Europe et l'Asie, une diversification autour du value des cycliques, parce que comme je vous ai dit, c'est tellement pas cher qu'il y a un vrai intérêt, mais d'un autre côté, les gagnants de demain, il est certain que la santé et le digital sont les vrais gagnants de cette crise et qu'il va y avoir des changements. Il n'y a pas une révolution, mais il y a une accélération des changements qui étaient déjà en cours. L'environnement, il y a des plans de relance, notamment européens, qui sont des plans de relance verts. Donc, c'est fortement gagnant pour ces entreprises-là. Donc, l'environnement est une thématique d'investissement intéressante. Alors, si Biden passe, là, il y a quelque chose à jouer. Parce que si Biden passe, nous, en Europe, c'est 750 milliards de plan de relance. Lui, c'est 2200 milliards annoncés. Donc là, il y a vraiment quelque chose à attendre. Les petites capitalisations, comme je vous l'ai dit. Sur l'obligataire, les obligations d'entreprise, on est encore payé pour le risque, mais méfiance sur les entreprises les plus mal notées. Sur les obligations souveraines, oui, mais sur les émergents, parce qu'il n'y a plus rien à gagner sur les obligations souveraines des pays développés. Et matières premières, vous l'avez compris, on est positif sur l'or et les mines d'or. Voilà un petit peu nos préconisations en termes d'allocation d'actifs. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ça. Si vous en avez, c'est le moment avant qu'on aborde H2O. Donc, je vais un petit peu parler, peut-être pour vous laisser le temps des questions. Donc, c'est dans les portefeuilles, quand il y a des arbitrages, ça va être en ce sens, c'est-à-dire un peu plus d'émergents, un peu plus de petites capitalisations, un peu plus d'environnement. Santé et digital était déjà présent. C'est peut-être même plutôt à prendre un petit peu les profits. Alors, en ce moment, par exemple, on prend des profits, ça va vous sembler bizarre, mais sur les profils dynamiques, sur les mines d'or. C'est dire, mais attendez, ça va pas du tout, vous nous avez dit l'inverse. Mais attention, on avait des mines d'or depuis assez longtemps pour que quand on en avait 8%, maintenant il y en a 12% dans les portefeuilles. Et donc, il faut savoir faire une construction de portefeuille. Et si vous en aviez mis 8% au départ, il y a une raison. Donc, si c'est à dériver à 12%, vous avez un risque supplémentaire. Donc, on préfère prendre les profits. Voilà, donc écoutez, je ne vois pas de questions. Donc, je vais parler maintenant de la situation sur H2O. Donc, H2O. H2O, donc il y a plusieurs fonds qui ont été gelés depuis le 28 août et qui rouvrent demain. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc H2O, déjà, quelle est cette société de gestion et qu'est-ce qu'elle faisait? H2O, c'est une société de gestion qu'on appelle Global Macro et plutôt gestion alternative. Ça veut dire quoi? C'est deux mots barbares. Gestion alternative, c'est une recherche de performance absolue. C'est-à-dire qu'on veut on ne veut pas bouger en fonction des marchés, mais finalement avoir son chemin de performance propre. Ça, c'est intéressant à plus d'un titre quand on est allocataire d'actifs parce que ça va vous faire des fonds décorrélants. Et ça, c'est très intéressant en termes de rendement risque dans vos portefeuilles. Donc, c'est une des raisons pourquoi nous, on en avait mis. Deuxièmement, global macro, ça veut dire qu'on part des grandes tendances de la macroéconomie pour faire un portefeuille. Exemple, en ce moment, ils disent justement, on pense que les taux américains vont monter parce que potentiellement l'inflation va revenir. Donc ça veut dire qu'on est vendeur des taux américains. On pense que l'euro va baisser par rapport au peso mexicain pour X et Y raisons. Donc c'est ça que vous retrouvez en portefeuille. Et c'était très décorrélant, c'était performant et intéressant. Et finalement, pour répondre à la question de Bernard, qui était de dire, attendez, finalement, vous nous dites qu'il faut s'intéresser aux fonds qui ont des mauvaises performances.
bah, eux, on peut dire qu'ils ont eu des mauvaises performances cette année. C'est vrai que les performances n'ont pas été exceptionnelles, mais attention, c'était des fonds qui avaient des performances de l'ordre de 20 à 30% par an pendant 5 ans, et là ont eu une mauvaise performance. Mais ça, c'est normal. Je veux dire, un fonds, un fonds qui a 20 à 30% de performance, forcément, c'est qu'il peut chuter de 30 à 40% une année. Si on vous vend quelque chose qui a un énorme rendement mais pas de risque, c'est que soit vous n'avez pas compris le risque, soit c'est une arnaque. Forcément, quand il y a du rendement, c'est qu'il y a un risque. Après, il faut savoir quel est le risque, le juger et le prendre ou pas. Mais là-dessus, sur H2O, en fait, la problématique, c'est qu'ils ont dérivé un petit peu de ce qu'ils avaient dit. Donc, je vous explique. Ils étaient donc global macro et ils ont commencé à mettre des stratégies qu'on appelle de dette privée. Donc, je pense que vous connaissez ce qu'est le private equity. Le private equity, vous savez, c'est le non coté sur les actions. C'est vous allez aller dans des petites sociétés et justement prendre des parts de capital, mais ce n'est pas coté en bourse. D'accord? Donc, c'est par définition illiquide parce que vous ne pouvez pas en sortir tant qu'il n'y a pas un nouveau tour de table. Eh bien, vous avez la même chose sur la dette. Et ils en avaient pris pour à peu près 5% des portefeuilles. Ce qui, en soi, n'était pas un problème, qui était quand même un peu bizarre pour un fonds de cette taille. En juin 2019, il y avait eu une alerte parce que justement, ils avaient cette dette illiquide. Moi, j'étais personnellement allé les voir à Londres en septembre 2019 et donc ils avaient dit pas de problème, on vend cette dette illiquide, on a compris, très bien. Dont acte. C'est une filiale de Natixis, ça s'appelle 30 milliards. Quand les gens vous disent qu'ils vendent les lignes, normalement, il n'y a pas de problème. Ce qui s'est passé là, c'est que les encours ont baissé parce que les performances n'ont pas été bonnes. Et ça, traditionnellement, quand la perf n'est pas bonne, on vend les fonds. Et puis, tout simplement, quand un fonds baisse de 30% de performance, son encours baisse de 30%. Donc, cet actif illiquide a monté et monté dans les portefeuilles, à tel point qu'il est allé au-delà des ratios réglementaires. Et c'est pour ça que l'AMF a dit, bah non, on gèle les fonds pour régler cette situation. Donc, en fait, nous, on conseille la sortie, non pas parce qu'on ne croit plus aux stratégies sous-jacentes, sinon, si on y croyait il y a 2 mois, il n'y a pas de raison qu'on n'y croit pas aujourd'hui, notamment dans les fonds qui étaient conseillés chez nous, c'était plutôt moderato, c'est-à-dire sur les performances actions, ils étaient acheteurs des stratégies value et plutôt vendeurs des stratégies croissance, donc c'est logique par rapport à ce que je viens de vous dire, mais aujourd'hui, la confiance est un petit peu écornée, c'est-à-dire que H2O, pourquoi ça s'appelle H2O? C'est liquidité et transparence. Concrètement, la liquidité, elle a été interrompue et la transparence, elle n'a pas été totale, puisque je vous l'ai dit, ils avaient dit qu'ils vendaient, finalement, ils n'ont pas vendu, voilà. Donc, il n'y a pas, a priori, je dis bien a priori, il n'y a pas de malfaçon ou de choses malhonnêtes, c'est plus que ils se sont fait, voilà, enfin, ils se sont fait un petit peu dépassé par les événements là-dessus, ce qui pose des questions aussi sur la gestion des risques. Donc, à aujourd'hui sortir, souvent on pose la question, mais attendez, si tout le monde sort en même temps, ça va fortement baisser. Non, parce qu'on est sur des stratégies qui sont ultra liquides, c'est-à-dire que vous m'auriez dit on est sur des petites capitalisations, effectivement, si on devait vendre 4 milliards sur les petites capitalisations, ce serait un bain de sang. Là, on est sur de l'euro-dollar, on est sur des bons du Trésor américain, des obligations allemandes. Donc ça, même si vous mettez 4, 5, 10 milliards, c'est pas très grave. En revanche, moi, en tant que sélectionneur de fonds, quand on me dit quelque chose qu'on ne fait pas, quand il y a une dérive, quand il y a une gestion des risques qui n'a pas été bonne, on sort, et on sort, je vous le dis clairement, à regret, parce qu'on pense que ces stratégies peuvent être performantes, mais il y a trop de drapeaux rouges pour un sélectionneur de fonds pour ne pas sortir. De plus, je n'ai aucune assurance que la gestion d'H2O de demain soit celle qu'on a aimée hier. Donc, vous le comprenez, c'est une sortie à regret, mais c'est une sortie d'autant plus, et ça c'est très important, que l'impact dans les portefeuilles, alors il faudra voir bien entendu les sorties, enfin la liquidité demain et après-demain, mais on est dans des proportions raisonnées. Et ça, c'est logique. Enfin, je veux dire, on est allocataire d'actifs, on ne mettra jamais 20 ou 30% sur un fonds. Ça, on ne le fait pas. Donc, c'est dans des proportions raisonnées. Voilà. En revanche, il est vrai que qu'est-ce qu'ils vont faire pour solutionner cette crise? En fait, ce que leur a demandé l'AMF et ce qu'ils ont fait en concertation avec l'AMF, c'est que vous aviez un fonds H2O et en fait, vous allez avoir 2 fonds H2O. Un avec
la partie liquide, c'est-à-dire celle que l'on connaît, et de l'autre côté, toute la partie illiquide. Ça, c'est ennuyeux, parce que vous allez avoir une part illiquide qui va être liquidée dans 3 mois, 6 mois, 1 an, 18 mois, ça on ne sait pas encore. En revanche, là, il faut bien être clair, ils agissent vraiment dans l'intérêt des porteurs de parts. C'est-à-dire qu'effectivement, s'ils avaient dû vendre à la casse ces titres, toute la communauté financière sait dans quel pétrin ils sont. Donc globalement, on leur aurait dit très bien, mais je te le rachète 1 centime. Et ils n'auraient pas eu le choix. S'ils doivent vendre, ils doivent vendre. Donc là, en fait, ça vous préserve là-dessus. Après, savoir est-ce que ce qui a été mis à 100 aujourd'hui sortira à 100 demain, ça, il y a trop d'incertitudes aujourd'hui pour le dire, mais en tous les cas, c'est fait dans l'intérêt des porteurs de parts. Le tout est de savoir comment ça va se finir. Aujourd'hui, nous n'avons pas assez d'informations pour le dire. C'est bien d'ailleurs un des problèmes et c'est pour ça qu'on sort, c'est-à-dire qu'on a posé des questions, on n'a pas eu assez de réponses ou du moins des réponses claires à nos questions. Donc moi, quand il y a des questions sans réponse, voilà, soit on comprend tout et c'est clair, soit on propose la sortie. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair sur la question. Donc vous voyez, donc pour répondre à Bernard Fabrega, l'idée c'est là c'est plus une question de performance en fait. C'est pas que le fonds est sous-performant parce qu'on pense qu'il peut rebondir. Et je pense sincèrement que potentiellement ça peut rebondir, mais on ne doit pas être en mode espoir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a là c'est vraiment le process de gestion qui pour le coup est atteint. Donc là on conseille la sortie. Donc là c'est autre chose. C'est un point sur lequel on est d'accord avec Pierre, puisqu'on a discuté la fin de semaine dernière avant ce webinaire pour savoir si au moins on était d'accord avec ce qu'on allait vous dire tous les deux, puisque moi aussi, à un moment donné où la confiance est rompue sur le fonctionnement, on a décidé d'en sortir. Alors pour savoir ce que ça représente, les portefeuilles les plus exposés avaient 6% de modérato. Dans modérato, il y avait 9% d'actifs illiquides. Donc normalement demain, il y aura une poche qu'on appelle une side pocket qui sera de 9% et qui va être purgée au fur et à mesure des mois qui viennent. Et de l'autre côté, il y aura le FCP qui, lui, sera de 91% de la valeur initiale et qui sera cédé. Donc en fait, j'ai eu la question plusieurs fois par certains d'entre vous sur qu'est-ce que ça fait comme impact sur mon portefeuille. Bon, la plupart des portefeuilles, ça donne un impact de l'ordre de entre 1 et 1,40% de perte sur le portefeuille sur cette année. Alors que quand on suit les allocations DOS sur cette année, notamment sur tous nos portefeuilles retraite, ou tous les gens qui ont eu l'amabilité de suivre nos conseils en mars, hein, rappelez-vous, en mars, on vous avait proposé de revenir sur les marchés. Donc la plupart des portefeuilles sont très proches de l'équilibre. Certains qui font des versements réguliers ou qui ont respecté l'arbitrage sont positifs. Voilà. Et donc, malgré cet accident qui est de l'ordre de 1 à 1,40% dans les portefeuilles, donc il faut ramener toutes choses raisonnables. J'ai vu des messages des gens qui disaient la faillite d'H2O, ce n'est pas une faillite, c'est un gérant qui aujourd'hui a perdu notre confiance parce que il n'a pas répondu aux questions en temps utile et surtout, à un moment donné, les actions menées n'ont pas été celles qui ont été annoncées. Et ça, pour nous, c'est un drapeau rouge. Quelqu'un qui est un gérant, quel qu'il soit, on a connu ça dans le passé, qui fait pas ce qu'il a dit, on va avoir du mal à lui faire confiance pour l'avenir, parce que pourquoi demain il ferait ce qu'il a dit alors qu'à un moment donné il ne l'a pas fait et il nous a mis dans une situation un peu délicate par rapport à ce qu'on attendait de lui. Et pour compléter, donc qu'on soit clair, hein, le 1,20, c'est qu'en fait le fonds H2O Moderato a perdu 20% depuis le début de l'année et il y en a 6%. Donc c'est ça le 1,20. Ça c'est vraiment un phénomène de marché. Si on le rapporte par rapport au CAC 40, c'est ce qu'a perdu le CAC 40. Il faut bien voir que c'est une année qui est une année de baisse. En revanche, la side pocket, donc c'est-à-dire le deuxième fonds qui est liquide, ça va représenter quoi dans vos portefeuilles? Si vous en avez 6%, il y en a 9% dans Moderato, donc globalement c'est 0,5. Donc il y a juste 0,5 qui effectivement 9% de 5%, 9% de 5%, on est à 0,05. Oui. Non, 0,5. Donc ça veut dire que vous avez 0,5 dans votre portefeuille où effectivement il y a un point d'interrogation sur à combien je vais sortir à la fin. Mais c'est juste ça.
De plus, sur Moderato, sachez qu'on était sur des portefeuilles plutôt sur Moderato et sur Adagio, alors que sur les fonds plus sportifs, on est jusqu'à 20 à 30% d'exposition aux actifs illiquides. Donc en plus, à l'intérieur des fonds H2O, on était plutôt sur ceux qui ont le moins baissé et qui ont le moins d'actifs illiquides. Voilà, alors, petite question de Julien. C'est bon, vous la voyez, Pierre? Oui, c'est bon. Exactement, Julien, c'est ça. C'est-à-dire que demain, vous mettez un ordre de sortie, vous arriverez à sortir sur la part liquide. Donc, par exemple, je prends Moderato sur 91%. En revanche, vous garderez votre 9%. Donc, c'est l'exemple qu'on donnait. Ça veut dire que vous allez garder 0,5%. Il y aura une ligne ça va s'appeler H2O Moderato et il y a un petit nom derrière. C'est tout neuf. Donc, et que ça, vous garderez jusqu'à liquidation de la position. À aujourd'hui, on ne sait pas quand la position sera liquidée. Mais c'est vraiment contenu dans le portefeuille. Voilà. Détail pratique, si jamais on fait un rachat total d'un contrat d'assurance vie, on ne pourra pas faire de rachat total tant que cette poche-là ne sera pas liquidée. On fera un rachat partiel et l'assureur vous fera un rachat total quand la side pocket sera entièrement liquidée. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Profitez-en puisque nous sommes à la fin de ce webinaire, puisqu'on a tenu à peu près les 45 minutes. Mais s'il y a des questions, il ne faut pas hésiter. Si jamais vous vouliez poser une question par oral, levez la main dans ce qui vous est proposé. Alors, Claude demande quoi serait constitué le portefeuille idéal? Pas de l'allocation, de l'allocation qu'on fait actuellement, puisque en fait, on met effectivement les meilleures idées d'allocation d'actifs. Mais si je devais vraiment mettre en exergue les points sur lesquels on trouve qu'il y a vraiment du potentiel aujourd'hui, c'est les marchés émergents, notamment à cause de la baisse du dollar, du fait que notamment en Asie, le coronavirus est quand même, enfin voilà, c'est du passé. Enfin, si on croit les statistiques, ça c'est encore un autre débat. Et des valorisations qui sont relativement attractives. Ensuite, il y a les petites capitalisations, plutôt en Europe. Et enfin, la thématique de l'environnement. Mais attention, et bien sûr les mines d'or. Mais les 4 thématiques que je viens de vous donner ne font pas un portefeuille. On ne peut pas mettre que ça, parce que sinon, ce serait un portefeuille qui serait très déséquilibré. Mais si vous me demandez vraiment les points phares du moment, voilà les 4 points phares que je mettrai en avant. Mais par exemple, on ne mettrait pas de mine d'or dans un prudent. Le secteur aéronautique, construction aéronautique, est-ce que, je ne parle pas des compagnies, je parle des constructeurs aéronautiques, est-ce que c'est un secteur qui est considéré comme value ou croissance? Alors ça, c'est une excellente question. C'était il y a 6 mois croissance. Airbus était clairement une action croissance et c'est clairement devenu du value. Ça valait 150 enfin peut-être plus de 6 mois. En décembre 2019, ça valait 150, ça vaut 60 aujourd'hui. Voilà. Donc c'est devenu value, c'est cyclique et donc tout ce qui est cyclique est value. Si vous pensez que le secteur aéronautique n'est pas mort pour les 10-15 prochaines années, c'est plutôt un titre à acheter. En revanche, si vous pensez que le coronavirus va vraiment transformer l'industrie aéronautique et les compagnies aériennes, effectivement, 60, c'est peut-être la bonne valeur d'Airbus. C'est toute la question. Notre avis sur la question, mais on ne fait pas du conseil en titre vif, donc ça n'est pas un conseil. Notre avis, c'est que le trafic va de toute façon à un moment donné reprendre, et puis un certain nombre d'avions qui se sont arrêtés ne revoleront pas, donc il va falloir en construire des nouveaux, mais bon, ça c'est notre avis sur le secteur stratégique. Voilà. Mais c'est en aucun cas un conseil d'investissement. Est-ce qu'il y a encore une question? Est-ce qu'il y a encore la place pour une question avant que nous nous quittions et que les plus chanceux d'entre vous face à l'apéro? Oui, c'est lundi soir, mais bon, vous pouvez quand même. Faut regretter le dimanche. Bon, écoutez, comme je ne vois pas de mains qui se lèvent ou de questions qui se posent, je vais refaire un point sur l'ensemble des participants. Bon, a priori, j'ai pas de mains qui se lèvent ou de questions qui se posent. Je vous remercie beaucoup pour le fait d'avoir assisté à ce webinaire. Donc, tous ceux qui sont inscrits, donc vous présents et puis ceux qui sont inscrits, c'est toujours le réflexe qu'il faut avoir quand on peut y assister ou non. Vous recevrez le replay que l'on va monter et que vous recevrez, à mon avis, demain ou plus tard après-demain. Et merci à Pierre d'avoir été avec nous. N'hésitez pas à nous poser, à
poser à Pierre des questions, mais n'hésitez pas à passer par nous. Et puis, regardez bien vos arbitrages, regardez bien les arbitrages qui vont arriver, parce que tous les profils prudents sont en train d'être arbitrés. Donc, soyez très réactifs, c'est important pour vos portefeuilles. Voilà. Merci beaucoup. Allez, bonne soirée. Au revoir à Au tous. revoir.